Salut tout le monde, ravi de vous retrouver mes chers élèves de la deuxième année baccalauréat SVT ou option physique-chimie dans cette nouvelle vidéo consacrée à la suite des cours sur la génétique. On parle maintenant de l'expression de l'information génétique. Après avoir étudié la localisation et la nature de l'information génétique, on va aborder comment cette information va être exprimée. Donc, vous savez que l'ADN, on a déjà parlé de la molécule d'ADN. Il s'agit donc d'une succession de plusieurs nucléotides. Et cet ADN, chaque morceau de cet ADN, chaque portion, considéré comme ce qu'on appelle un gène qui peut se traduire en protéines, des enzymes, des hormones, des protéines de structure, des anticorps, et ces molécules, c'est-à-dire des protéines, ils vont s'exprimer sous forme de caractères héréditaires, soit de l'espèce ou de l'individu. Il s'agit donc d'une expression génétique. Et la question qu'on peut poser, comment se fait cette expression génétique? Donc, ce que j'ai dit maintenant, c'est que l'ADN contient l'information génétique sous forme de succession de nucléotides, qu'on appelle gènes. Et ces gènes, ils vont être traduits, s'exprimer en protéines. Puis la protéine va être exprimée sous forme de caractère héréditaire. Donc, on cherche la relation gène, protéine, caractère héréditaire. On commence par des notions plus importantes dans la génétique, savoir le caractère héréditaire, le gène, l'allèle et la mutation. Donc, pour le caractère héréditaire, vous savez que chaque individu d'une espèce présente des caractères de l'espèce. On parle donc des caractères spécifiques. Par exemple, ici chez les lapins, tous ces individus sont des lapins. Ils ont par exemple cette forme. C'est-à-dire, on parle des caractères qui sont spécifiques et que chaque individu d'une espèce, elle a ces caractères qui sont individuels, qui les font différencier des autres individus. Par exemple, ici, vous voyez, il y a des caractères qui sont individuels. Et il y a aussi ce qu'on appelle les caractères non héréditaires, sachant que le caractère héréditaire est caractérisé par la transmission d'une génération à une autre. La même chose qu'on voyait ici, le caractère spécifique chez le type de papillon, et vous avez des caractères qui sont individuels. Donc, un caractère héréditaire, c'est un caractère qui est transmis d'une génération à une autre, et l'ensemble de ces caractères, on les nomme le phénotype. Exemple, ici vous avez quelques caractères héréditaires, la couleur des fleurs d'hibiscus par exemple, rouge. La présence ou l'absence de la capsule chez les bactéries, on a déjà vu l'exemple d'expérience de Griffith. La couleur du pelage chez les souris, c'est un caractère héréditaire, la couleur des yeux chez l'homme. Donc, on parle ici d'un ensemble de caractères héréditaires. Notion de mutation, pour déterminer qu'est-ce que ça veut dire la mutation, on va essayer d'analyser des résultats expérimentaux. Regardez ici des expériences. Dans le cadre de l'étude de phénomènes de la mutation, on a réalisé des expériences en partant d'une souche sauvage de bactéries d'Escherichia coli, sensible à un antibiotique, la streptomycine. On nomme donc strep-S. Donc ici on parle d'un caractère strep-S. On prélève deux volumes, l'un contenant 10 puissance 3 bactéries que l'on étale sur un milieu nutritif, un contenant 10 puissance 8 bactéries que l'on étale sur le milieu 2. Donc vous voyez ici la suspension des bactéries d'Escherichia coli. Toutes ces bactéries ont le même caractère streptomycine sensible, c'est-à-dire que toutes ces bactéries sont sensibles à un antibiotique appelé la streptomycine. C'est-à-dire que cette streptomycine peut tuer ce genre de bactéries. On prélève une quantité 10 puissance 3 bactéries qu'on met dans un milieu nutritif contenant de la streptomycine. On prend deuxième prélèvement qui contient un nombre plus important, 10 puissance 8 bactéries, que l'on étale sur le milieu 2. Et vous voyez que les résultats dans le milieu 1, il y a disparition de bactéries, il n'y a pas de prolifération de bactéries. Ça veut dire que toutes les bactéries sont mortes, c'est-à-dire ils ont gardé le même caractère, toujours streptomycine S. Toutes les bactéries sont sensibles à la streptomycine. Par contre, dans le deuxième lieu, puisqu'on a
augmenter le nombre, donc il y a l'apparition, il y a des bactéries qui sont changées de caractère et qui sont transformées en streptomycine R résistante, c'est-à-dire que la streptomycine ne peut pas les tuer. On nomme donc ce genre de bactéries streptomycine résistante, donc strep R. On essaie de prélever ces bactéries, on essaie de les cultiver dans un autre milieu. En addition de la streptomycine, vous voyez qu'il y a une augmentation de ce nombre. Donc, ce qui nous intéresse à partir de ces résultats des expériences, c'est qu'on a deux caractères, la streptomycine, la sensibilité à la streptomycine qu'on nomme strep S, et la résistance strep R, et que les bactéries qui ont déjà ce caractère qui est sauvage, ils ont subi une mutation pour se transformer. Quelques bactéries sont transformées en streptomycine résistante. Alors, donc, pour mieux expliquer, vous avez aucune colonie ne se développe sur la boîte 1. Ceci confirme que les 10 puissance 3 bactéries prélevées de la suspension initiale ensemencées dans ce milieu sont sensibles à la streptomycine. Dans le milieu 2, vous voyez quelques colonies se développent dans la boîte 2, ce qui montre quelques bactéries sur 10 puissance 8 de la suspension initiale supposées sensibles à la streptomycine. Donc, ils sont transformés en bactéries qui sont résistantes à cet antibiotique. Donc, on remarque ici qu'il y a une transformation de streptomycine sensible aux bactéries qui sont streptomycine, qui sont très résistantes à la streptomycine. Donc, il y a un changement de caractère, ce qu'on appelle la mutation. Le caractère héréditaire considéré et ici étudié, c'est le comportement vis-à-vis de la streptomycine. Ce caractère se manifeste par deux phénotypes. Donc, on parle d'un caractère qui est la résistance ou la sensibilité, c'est-à-dire le comportement vis-à-vis de cet antibiotique. Ce caractère se manifeste en deux phénotypes. On a donc deux phénotypes. Le premier, strep S, et le deuxième, la strep R, c'est-à-dire qu'on a deux types de bactéries. Des bactéries qui sont sensibles à la streptomycine, strep S, et d'autres qui sont résistantes. Certaines bactéries sont arrivées à se développer sur le milieu 2 car ils ont devenu résistants à la streptomycine. Ces colonies ont acquis un nouveau caractère permettant de résister à l'antibiotique. La modification du caractère et la modification du programme génétique. Certaines bactéries, donc, ils ont des modifications au niveau du programme génétique qui s'expriment au niveau du caractère. On parle donc d'une mutation. La mutation, c'est quoi donc? C'est une modification du matériel génétique qui va entraîner une modification du caractère héréditaire. Cette modification est spontanée, mais peut être provoquée par des agents mutagènes, exemple les UV, et peut être aléatoire, c'est-à-dire ce changement peut être aléatoire, n'importe quelle bactérie peut être touchée, et elle est rare, donc ce sont des caractéristiques de la mutation. Il fallut un grand nombre de bactéries, c'est pour ça que, par exemple, ici, on a étudié uniquement le développement chez 10 puissance 3 bactéries. Ici, c'est 10 puissance 8, c'est-à-dire que lorsque le nombre augmente, la probabilité de la mutation augmente aussi. Héréditaire, chaque bactérie mutante est allée sur le mur. Donc ici, on a l'acquisition d'un nouveau caractère héréditaire qui se transmet dans les autres générations. C'est pour ça qu'on a dans la culture numéro 3 un grand nombre de bactéries streptomycine résistantes. La conclusion, c'est que la mutation, c'est quoi? C'est la modification du matériel génétique, l'ADN, et cette modification au niveau de l'ADN, il entraîne des modifications d'un caractère héréditaire. On peut distinguer trois types de mutations, soit la mutation par substitution, c'est-à-dire qu'il y a un remplacement du nucléotide par un autre, soit la mutation par insertion, on a l'ajout d'un ou plusieurs nucléotides au nucléotide initial, soit il y a une mutation par délétion, c'est-à-dire la perte l'un ou plusieurs nucléotides. Par exemple, ici, vous voyez, on a l'ADN avant la mutation. Regardez ici dans le sixième nucléotide. Regardez, par exemple, ici. Il y a un changement. Au lieu de T, vous voyez ici, il y a A, l'adénine.
Donc ici, il s'agit d'une mutation par substitution. Le deuxième cas, il y a l'élimination, c'est-à-dire plutôt il y a l'ajout d'un autre nucléotide. Et puis, le troisième type, c'est lorsqu'il y a la diminution du nombre de nucléotides, c'est-à-dire la perte de nucléotides. Donc, toutes ces modifications sont des mutations qui peuvent engendrer des modifications au niveau du caractère héréditaire. Maintenant, on va passer aux notions de gène, aux notions d'allèle. On exploite ces documents. On a parlé ici du caractère héréditaire, la sensibilité ou la résistance à la streptomycine. Donc, elle est gouvernée par un morceau d'ADN, c'est-à-dire que l'ADN est formé par plusieurs parties, que chaque morceau de l'ADN est nommé un gène, il contrôle un caractère déterminé. Par exemple, ici, vous voyez la portion d'ADN chez la bactérie sensible à la streptomycine. C'est dans la même position, on aura le même gène, mais qui exprime un autre caractère, c'est la résistance à la streptomycine. Donc, on peut parler ici d'une portion d'ADN qui peut contrôler des caractères qui sont différents. La conclusion, c'est que le gène, c'est quoi? C'est une portion d'ADN qui porte l'information génétique, c'est-à-dire l'ensemble de nucléotides, qui correspond à un caractère héréditaire déterminé. Le gène, c'est une portion locus, c'est-à-dire il occupe une position déterminée au niveau de l'ADN, constante, toujours constante, stable, sur un chromosome chez tous les individus d'une même espèce. L'allèle, c'est quoi donc? C'est une forme ou version de gène, sachant donc que le gène peut s'exprimer en plusieurs formes, appelées les allèles. Par exemple, ici, vous voyez le gène qui contrôle, qui code la couleur des cheveux. Il est situé dans la même position, mais on peut avoir des variétés de ce gène. Par exemple, l'allèle des cheveux bruns et aussi des cheveux qui sont blancs, voire noirs, etc. C'est-à-dire que le même gène, il peut être exprimé en plusieurs formes appelées allèles. Et si vous voyez la position, par exemple, du gène qui contrôle, qui code la couleur des yeux, on peut avoir plusieurs variétés pour ce gène, soit des yeux bleus, soit des yeux marrons, noirs, etc. Donc, le gène, il occupe une position particulière, constante au niveau de l'ADN, ici au niveau des chromosomes, et il peut être exprimé en plusieurs formes appelées les allèles. Donc ici, vous voyez deux portions d'ADN occupant la même position, que vous voyez ici, les variabilités de l'ADN, on parle de la mutation. Par exemple, ici, vous avez deux nucléotides C complémentaires avec G. Et lorsqu'il y a une modification, cette modification au niveau de ces nucléotides, il va engendrer une modification au niveau des caractères. On parle donc de deux allèles qui sont différents. Donc, deux allèles différents, on va avoir deux caractères héréditaires différents. La relation, maintenant on va passer à la relation gène-protéine-caractère. On commence par la relation protéine-caractère. À partir de ces expériences, en 1904, James Herrick, médecin à Chicago, a examiné un étudiant âgé de 20 ans, hospitalisé pour toux, fièvre. Le sujet est faible, souffre de vertige, de maux de tête. Depuis un an, il ressent des palpitations et un essoufflement comme certains membres de sa famille. L'examen du sang montre que le malade est très anémique, c'est-à-dire qu'il a un taux anormal très bas des globules rouges. Le nombre de ces hématies n'atteint que la moitié de la valeur normale. L'observation d'un frottis sanguin de ce patient a permis la prise de la photo représentée par le document 1. Donc vous voyez ici la prise du sang. Il a donné une forme de globule rouge qui est anormale. Par contre, la forme normale qu'on voyait au niveau des globules rouges, il a cette forme. Et ici, il a une forme de croissant.
Donc la première question, on vous demande de comparer les globules rouges chez le malade et chez l'individu normal. Donc vous voyez au niveau de la forme, ici, forme de croissant. Que représente la forme des globules rouges, sachant qu'elle se transmet de génération en génération? Donc cette formule représente un caractère héréditaire qui va être transmis d'une génération à une autre. Troisièmement, donc, sachant que les globules rouges en forme de fossiles se bloquent dans les capillaires sanguins, déduisez la conséquence des modifications de la forme des globules rouges. Donc, puisque cette forme n'est pas normale, la forme de croissant, donc il va se bloquer au niveau des vaisseaux, donc la quantité de dioxygène ne sera pas suffisante, sachant que les globules rouges sont responsables du transport de dioxygène vers les cellules. Donc, pour ces sujets qui sont malades, atteints de cette maladie, auront une quantité faible d'oxygène qui va arriver à leurs cellules. Déduisez donc la conséquence des modifications de la forme, c'est-à-dire qu'il y aura tous ces symptômes, la fatigue, il y a le problème de vertige, etc., c'est-à-dire des problèmes d'un déficit d'oxygénation au niveau des cellules. On trouve donc, pour comprendre ce qui se passe, pourquoi ces différences au niveau des globules, on trouve dans les hématies une protéine appelée l'hémoglobine. Vous savez que l'HB, l'hémoglobine, c'est une protéine responsable du transport de dioxygène, capable de fixer du dioxygène. La solubilité de l'hémoglobine des malades drépanocytaires, c'est-à-dire qui sont atteints de cette maladie, sachant que cette maladie est appelée la drépanocytose. L'HBS, donc pour ces globules, chez les malades, on l'appelle le type d'hémoglobine, c'est HBS, est beaucoup plus faible que la solubilité d'hémoglobine des malades drépanocytaires, plutôt l'hémoglobine chez les sujets qui sont normaux, HbA. Donc on a deux types de protéines, deux types d'hémoglobine. Chez les sujets qui sont malades drépanocytaires, on appelle HbS. Par contre, chez les sujets qui sont normaux, il y a l'HbA. Plusieurs molécules anormales peuvent s'agglutiner, formant des agrégats fibreux. Le document représente les formes d'hémoglobine chez le sujet sain et malade. Donc ici, vous voyez globule rouge normal. Il présente des protéines HbA globulaires. Et chez le sujet, vous voyez qu'il y a l'agrégation de ces protéines qui bloquent donc le transport de dioxygène. Comparez les protéines HbA, HbS, puis déduisez la cause de la déformation. Donc ce qui nous intéresse à partir de ces expériences, c'est que puisqu'il y a une modification au niveau de l'ADN, donc il y aura une modification au niveau de la formation des protéines, c'est-à-dire que l'HbS, c'est une protéine issue de la modification génétique chez ces sujets. Par contre, l'HbA, qui est la protéine normale, donc il n'y a pas de mutation, il n'y a pas de transformation au niveau du gène qui contrôle cette protéine. Donc la conclusion, c'est que la modification au niveau de l'ADN va aboutir à la modification au niveau de la production des protéines contrôlées par cet ADN. Donc ici, on essaye de faire une comparaison de ces deux molécules HbS et HbA. Vous voyez, sachant que la protéine C, c'est une succession de plusieurs acides aminés qui sont liés par des liaisons peptidiques. Vous voyez ici au niveau de, par exemple, la valine au début, l'histine, etc., l'acide glutamique. Donc vous allez voir que le changement sera dans le numéro 6, l'acide aminé numéro 6, c'est glutamate, l'acide glutamique, et ici c'est la valine. Ça veut dire que l'HbA normal, au niveau de l'acide aminé 6, chez la modification, c'est que cet acide aminé, l'acide glutamique, c'est changé par un autre acide aminé, la valine. Et ce changement au niveau des acides aminés ont abouti à un changement au niveau de la protéine. Donc, il y a l'apparition de cette maladie.
Donc, la réponse pour la première question, l'observation d'un frottis sanguin révèle les hématies inhabituelles en forme de fossiles alors que l'individu sain possède des globules rouges normaux, biconcaves. La forme des globules rouges représente un caractère héréditaire déjà, puisque les GR en forme de fossiles se bloquent dans les capillaires sanguins, ils vont ralentir la circulation. Ils vont provoquer aussi les lésions des organes mal irrigués, manque d'apport d'oxygène et nutriments. L'hémoglobine HbA, c'est-à-dire l'hémoglobine normale, est globulaire, tandis que la protéine HbS se ressemble formant de fibres microscopiques. L'accumulation de ces fibres à l'intérieur des globules rouges provoque sa déformation. La différence réside dans un changement d'acide aminé, j'ai déjà expliqué ça au niveau de l'hémoglobine HbA. L'acide numéro 6, c'est l'acide glutamique. Par contre, au niveau de l'HbS, cet acide numéro 6, et il est changé par un autre acide aminé, la valine. Donc, tout le reste de la molécule est identique, mais ce petit changement au niveau de l'acide aminé a fait des changements de protéines, c'est-à-dire qu'il y a l'apparition d'une nouvelle protéine tout à fait différente de la protéine normale HbA. On déduit que la modification de la séquence en acide aminé de la protéine entraîne une modification des caractères, donc il existe une relation protéine-caractère. La relation gène-protéine, donc ici on a parlé de la relation gène-protéine et puis la relation protéine-caractère. Donc la figure ci-contre présente des séquences d'ADN du gène de bêta-globine et des séquences d'acides aminés de la bêta-globine produites chez un individu sain et chez un individu drépanocytaire. Donc regardez ici que la modification qui se trouve, c'est au niveau de... Donc vous voyez chez l'individu sain et chez l'individu drépanocytaire. La première question compare les séquences d'ADN. Donc si vous comparez les séquences d'ADN, vous allez trouver qu'il y a une modification au niveau, on essaie de comparer les 7 premiers acides aminés. Et chaque acide aminé qu'on voyait, il est associé à une succession déterminée de nucléotides. À partir de l'exploitation de ce document, justifier la relation gène-protéine. Donc, par exemple, ici, vous voyez que cette succession GAG, par exemple, il nous donne l'acide glutamique. Deuxième, vous voyez ici, GAG, toujours c'est l'acide glutamique. Par contre, ici, vous voyez, il y a une modification. Au lieu d'avoir GAG, on a GTG. Donc, il y a la formation d'un nouveau acide aminé, c'est la valine. Donc, puisqu'il y a un changement au niveau de la succession des nucléotides au niveau de l'ADN, et si cette modification, il va donc influencer la modification des acides aminés et aussi la modification de la protéine. Et puisqu'il y a la modification de la protéine, il y a la modification du caractère. Donc, à partir de cet exemple, on peut déduire qu'il y a une relation entre l'ADN et la protéine, et puis modification au niveau de la protéine, il va donner des modifications au niveau du caractère héréditaire. Donc regardez ici, la différence réside dans le changement d'un nucléotide, la mutation par substitution, on a déjà parlé de ça, vous voyez qu'il y a un changement ici de A par T. Donc ce changement, cette modification d'un seul nucléotide, c'est une mutation par substitution. Elle aboutit à la modification au niveau de l'acide aminé et puis au niveau de la protéine et aussi au niveau du caractère héréditaire. Donc la différence réside dans un changement d'un nucléotide, mutation par substitution au niveau d'une paire de bases. En effet, la nucléotide A en position est remplacé par T, tout le reste sont des molécules identiques, donc il y a uniquement un seul changement. Donc, une mutation sur la séquence nucléotidique entraîne une modification sur la séquence d'acides aminés de la protéine, ce qui montre l'existence d'une relation gène-protéine. La conclusion, la mutation sur les séquences nucléotides entraîne une modification de la séquence en acides aminés de la protéine et par la suite une modification au niveau du caractère. Il existe donc une relation de cause à effet entre le gène. Donc, le gène, il contrôle la formation de la protéine et la formation de la protéine contrôle le caractère. Donc, comment un gène permet la synthèse d'une protéine? On va chercher maintenant comment le gène peut aboutir à la fabrication d'une protéine.
le mécanisme de l'expression de l'information génétique. Premièrement, on va essayer de mettre en évidence cet intermédiaire informationnel, l'ARN messager. On constate que chez les eucaryotes, c'est-à-dire les cellules qui ont un noyau, un véritable noyau, l'ADN abondant dans le noyau est absent dans le cytoplasme. On sait déjà que la localisation de l'ADN se fait au niveau du noyau et elle est absente au niveau du cytoplasme, alors que les protéines sont très abondantes dans le cytoplasme. Comment une information contenue dans le noyau permet la synthèse des protéines dans le cytoplasme? Donc à partir de cette constatation, c'est que l'ADN se localise au niveau du noyau. Par contre, la formation des protéines se fait au niveau du cytoplasme. Donc on va chercher comment cet ADN qui se trouve au niveau du noyau peut nous donner des protéines au niveau de cytoplasme, c'est-à-dire qu'il y a des molécules intermédiaires qui peuvent être transformées ou traduites en information pour se transformer en protéines. Il s'agit donc de l'ARN messager. L'analyse des résultats expérimentaux, donc à partir de cette expérience de Goldstein et Paul en 1955, afin de mettre en évidence quelques mécanismes de l'expression d'informations génétiques, ces deux chercheurs ont réalisé des expressions suivantes sur l'amibe, être vivant unicellulaire eucaryote. Donc ici, l'amibe A1 dans un milieu contenant le P32, le phosphore 32 radioactif. Apparition de la radioactivité dans le noyau, sachant que le phosphore il intervient dans la formation des nucléotides, c'est l'acide phosphorique. Et puis on a pris une amibe A2 énucléée, on a éliminé le noyau, sur laquelle on a injecté à l'intérieur le noyau de A1. Et un certain temps, on a remarqué qu'il y a l'apparition de la radioactivité dans le cytoplasme, c'est-à-dire qu'il y a des molécules qui sont formées au niveau du noyau et qui sortent vers le cytoplasme. Et ces molécules intègrent le phosphore, donc il s'agit d'une autre molécule différente de l'ADN, c'est l'ARNM messagère. Pour mettre en évidence la molécule responsable du transfert de la radioactivité du noyau vers le cytoplasme, l'expérience précédente a été réalisée. Une deuxième entraîne l'amibe A2 avec une enzyme ARNase, l'enzyme qui dégrade l'ARN. On observe l'absence de la radioactivité dans le cytoplasme de cette amibe. Donc, pour expliquer la sortie, c'est-à-dire que l'ADN il a abouti la formation de l'ARN messager, et cet ARN messager sort vers l'extérieur au niveau du cytoplasme. Donc ici, cette expérience a mis en évidence la relation entre ADN et la formation des protéines, c'est-à-dire qu'il y a une intervention d'un autre acide nucléique, c'est l'acide ribonucléique. Dans ce cas, il s'agit de l'ARN messagère. La conclusion, l'expérience montre qu'il existe une molécule contenant le phosphore P qui est synthétisée dans le noyau puis se transférée vers le cytoplasme. L'expérience a mis aussi en évidence que cette molécule, ce n'est pas de l'ADN, mais plutôt un autre acide nucléique, c'est l'acide ribonucléique, l'ARN. Cette molécule sert d'intermédiaire au cours de l'expression des gènes. C'est la raison pour laquelle ces ARN sont qualifiés de messagers ARN messagers. Bon, donc on cherche maintenant la structure de cette molécule intermédiaire appelée l'ARNM, l'ARN messager. Il s'agit d'un seul brin, donc tout à fait différent de l'ADN. Au niveau de structure, sachant que dans ce cas, c'est une molécule monocaténaire formée d'un seul brin. Et il y a une autre différence, c'est que ici, il y a le ribose au lieu d'avoir le désoxyribose pour l'ADN. On a déjà parlé de la structure d'ADN. Pour l'acide phosphorique et aussi, il y a une différence au niveau des bases azotées, sachant qu'ici, il y a l'apparition d'une nouvelle base azotée, c'est l'uracile, au lieu de la... Donc vous voyez ici, l'ARN est une molécule monocaténaire formée d'un seul brin. Cet acide nucléique constitue un enchaînement de nucléotides et chaque nucléotide de l'ARN est constitué d'un sucre
5 atomes sur le ribose dont les atomes de carbone sont numérotés de 1' vers 5'. Une base azotée A ou C ou G ou U, l'uracile, et l'acide phosphorique. Donc vous voyez qu'il y a des modifications qu'on va essayer de voir à partir de ce tableau comparatif entre l'ARN messager et l'ADN. Le sucre au niveau de l'ARN messager, il s'agit d'un ribose, comme vous voyez, c'est un pentose à 5 atomes de carbone. Mais la différence, c'est que si on a C6H10O5, par contre, désoxyribose, il y a un manque d'oxygène. C'est pour ça qu'on parle de désoxyribose. C'est-à-dire que le sucre de l'ARN messager, il s'agit d'un ribose. Par contre, au niveau de l'ADN, on parle d'un désoxyribose. Pour les bases azotées, les mêmes bases, sauf qu'il y a ici, au lieu de la thymine dans l'ADN, il y a ici l'uracile. Et puis la structure, elle est monocaténaire dans ce cas de l'ARN messager. Par contre, pour l'ADN, on a déjà parlé qu'il s'agit d'une structure bicaténaire, c'est-à-dire deux brins qui sont liés par complémentarité entre les bases azotées. La localisation de l'ARN messager, elle se forme au niveau du noyau et il peut sortir vers le cytoplasme. Par contre, pour l'ADN, elle est située dans le noyau uniquement. Donc ici, de l'ADN à l'ARN messager, cette transformation ou cette formation de l'ARN messager, on parle de la transcription, c'est-à-dire que cette information génétique qui se trouve au niveau de l'ADN a été transcrite par l'ARN messager. Et on va essayer de mettre en évidence cette transcription, ce rôle de l'ADN dans la synthèse de l'ARN. Donc ici, le document il montre le phénomène de transcription qui correspond à la synthèse d'ARN messager à partir du brin transcrit d'ADN. Vous voyez ici, et la transcription, c'est-à-dire que l'ADN sera comme une matrice pour qu'il y ait une transcription d'une nouvelle molécule appelée l'ARN messager. Et cette ARN va être il va sortir vers le cytoplasme pour qu'il assure la formation des protéines. Donc ici, comme vous voyez, cette transcription débute là où la molécule d'ARN est la plus courte et se termine là où la molécule d'ARN est la plus longue, comme vous voyez ici. On parle donc d'un gène, début de synthèse et puis fin de synthèse. C'est-à-dire que l'ARN messager a été synthétisé à partir de l'ADN par une molécule appelée l'ARN polymérase. Cette transcription débute, comme on a déjà dit. Sur la photographie, plusieurs d'ARN polymérase, les enzymes assurent la synthèse d'ARN, sont en train de transcrire un gène. Plusieurs molécules ARN sont donc synthétisées. Donc il y a plusieurs molécules d'ARN messager qui sont synthétisées à partir de l'ADN. Le mécanisme de la transcription de l'ADN ARN. Vous voyez ici, premier, il y a la transcription d'une seule partie, c'est-à-dire un seul gène. Il y a la formation par l'ARN polymérase, c'est une enzyme. Il y a la formation d'une nouvelle molécule qui va transcrire, qui va prendre des informations à partir de l'ADN, qu'on voyait ici toujours par l'utilisation de la complémentarité. Il y a la formation d'une nouvelle molécule d'ARN messager par l'enzyme appelée l'ARN polymérase. Donc la transcription débute par l'ouverture, déroulement d'une petite portion de la double hélice d'ADN, c'est-à-dire uniquement une petite portion, on appelle le gène. L'opération de transcription est catalysée par l'ARN polymérase, donc il s'agit d'une enzyme qui va essayer d'associer les nucléotides pour former une molécule d'ARN messager. Au fur et à mesure, le long d'ADN dans le sens de 5' vers 3'. Cette enzyme il incorpore des nucléotides complémentarité, toujours par le brin d'ADN qui a été transcrit. Par exemple, G se place au niveau de C. On a déjà vu cette complémentarité pour l'ADN. C en face de G, A en face de T, mais U en face de A. Pourquoi? Parce qu'au niveau, dans ce cas, on aura donc à la place de T, on aura U. Le brin d'ARN ainsi produit, donc complémentaire du brin d'ADN, a servi de matrice appelée brin transcrit, brin de polarité dans le sens 3' vers 5'. Donc au niveau de l'ADN, c'est 5', 3'. Et ici, on aura un brin d'ARN messager qui a été transcrit dans le sens 3', 5'.
Donc, lorsque cet ARN messager a été transcrit, il va sortir par des pores au niveau du noyau vers le cytoplasme. On parle donc de la migration. Donc, après la transcription de l'ARN messager, il y a la migration vers le cytoplasme à travers les pores nucléaires. Donc, de l'ARN messager à la protéine s'agit. Donc, on a parlé maintenant de la formation de l'ARN messager. Donc, c'est la transcription. Et puis, de la transcription vers ce qu'on appelle la traduction, c'est-à-dire la transformation, l'étape de l'ARN messager vers la protéine. C'est-à-dire que cet ARN messager qui a été transcrit à partir de l'ADN, d'une portion d'ADN, il va se transformer, il va essayer de former une protéine. On parle donc de la traduction. Et les éléments nécessaires à la traduction, on va voir à partir de cette expérience, à partir de la bactérie, toujours l'Escherichia coli, comme base d'étude. On prépare un extrait dépourvu d'ADN et d'ARN, mais contenant tous les autres constituants cytoplasmiques. À cet extrait, on ajoute in vitro des acides aminés et des ARN solubles, ARNM solubles, que les techniques appropriées permettent d'isoler à partir du cytoplasme cellulaire. Ensuite, alors, en fonction du temps, le devenir de l'ARN injecté, d'une part, l'incorporation des acides aminés dans des protéines, d'autre part. Donc, vous voyez ici, on a essayé d'injecter de l'ARN messager. En même temps, on va essayer de suivre l'évolution de la quantité d'acides aminés qu'on a et incorporer dans les protéines et aussi l'ARN messager injecté. Donc, vous voyez ici, la quantité d'ARN messager injecté va diminuer. Par contre, la quantité des acides aminés incorporés dans la protéine va augmenter, c'est-à-dire qu'il y a la traduction de cet ARN messager en protéines. La même chose lorsqu'on a essayé d'injecter l'ARN dans ce temps, il y a une diminution de l'ARN messager associée à une augmentation de la quantité des acides aminés incorporés pour former la protéine. Donc, ici, après l'injection d'ARN messager, on observe une augmentation progressive de la quantité d'acides aminés incorporés. Les protéines, une diminution progressive de la quantité d'ARN messager, j'ai déjà dit ça. Lorsqu'on a injecté l'ARN messager, vous voyez que sa quantité diminue. Par contre, la quantité des acides aminés qui sont incorporés pour former la protéine augmente, c'est-à-dire qu'il y a une transformation de l'ARN, je ne veux pas dire une transformation de l'ARN messager en protéine, mais uniquement il y a l'ARN messager, elle intervient dans la biosynthèse, dans la synthèse des protéines. Quand la quantité d'ARN messager atteint une valeur minimale, la synthèse des protéines s'arrête. Vous voyez qu'il y a, lorsqu'il est minimal, il n'y a plus de synthèse des protéines, c'est-à-dire que cet ARN messager, et il favorise la production des protéines à partir des acides aminés introduits au niveau de ces cellules. On dit que cette expérience, que l'ARN messager intervient dans l'assemblage des acides aminés sous forme de protéines. Donc, vous voyez ici, on essaye de voir ce qui se passe, la relation entre ARN messager et production de la protéine. On a remarqué que cet ARN messager, il est associé à des petites organites au niveau du cytoplasme. Ces organites, on les appelle les ribosomes. Sachant que le ribosome formé par deux unités, la petite sous-unité, la grosse sous-unité, et qu'il y a la fixation de l'ARN messager formé au niveau du noyau à partir de la transcription d'ADN, et va être associé à ces organites qui sont responsables, qu'on voit ici, de la formation de la protéine. Donc la synthèse des protéines nécessite des structures appelées des ribosomes. Ces derniers sont des organites cellulaires constitués de protéines 20% et d'ARN ribosomal 80%. Chaque ribosome est formé de deux sous-unités, qu'on voit ici. La petite sous-unité et la grande sous-unité. Le rôle des ribosomes, c'est la traduction de l'ARN messager et l'assemblage des acides aminés pour former la protéine. Cet assemblage par des liaisons entre les acides aminés appelées les liaisons peptidiques. Vous voyez, il y a l'intervention d'une autre molécule appelée l'ARN de transfert, l'ARNT, et chaque ARNT il est associé à un acide aminé
déterminé. Par exemple, ici, vous voyez que l'ARN du transfert, il contient deux sites, un site d'anticodant et un site de fixation de l'acide aminé. La synthèse des protéines nécessite également des molécules d'ARN appelées ARNT, ARN de transfert. Chaque ARN de transfert spécifique d'un acide aminé bien déterminé permet de transfert vers le ribosome. Donc, vous voyez qu'ici, l'ARN du transfert, il est associé aux acides aminés. Et dans ce côté, il y a l'anticodon formé par 3 nucléotides qui seront en complémentarité avec les nucléotides de l'ARN messager pour qu'il y ait la formation d'une molécule de protéine. Donc, chaque ARN du transfert possède 2 sites importants, un site de fixation de l'acide aminé qu'on voit ici, c'est-à-dire que chaque ARN de transfert, il va apporter un acide aminé vers le ribosome, et il a un site d'anticodon, triple de base formé par 3 bases, appelé codon de l'ARN de transfert qui sera en complémentarité, qu'on voit ici par exemple UGA, il va être en complémentaire avec ACU de l'ARN messager, et ce codon il est en relation avec le transport d'un acide aminé déterminé, par exemple ici tryptophane. La découverte du code génétique par des expériences. Donc, Nirenberg et Mattei, en 1961, ils ont réalisé des expériences, la synthèse d'ARN dite monotone, constituée d'un seul type de nucléotide. Le premier ARN synthétique qu'il utilise n'est formé que d'une succession de nucléotides U. Donc ici, ces 2 chercheurs, ils ont essayé de synthétiser l'ARN messager formé uniquement du nucléotide U. C'est pour ça qu'on appelle de poly-U. Il place ces ARN dans un milieu contenant un extrait bactérien d'Escherichia coli sans ADN, ni ARN messager, avec des enzymes de ribosome à 37 degrés Celsius en présence du magnésium, Mg2+, et de l'énergie, ainsi que les 20 types d'acides aminés, sachant que les acides aminés, on a 20 types connus. Ils recueillent dans le milieu des peptides constitués uniquement de phénylalanine. Donc, ce qui nous explique, c'est que même si on a mis plusieurs acides aminés dans un milieu, mais puisque l'ARN messager est formé uniquement d'uracile, c'est-à-dire la protéine formée, il est formé uniquement à partir d'un seul type d'acide aminé, la phénylalanine. Donc regardez ici par exemple, l'addition de chaque échantillon, ici poly-U, c'est-à-dire l'ARN messager formé uniquement d'uracile, plus la phénylalanine. Deuxièmement, ici, poly-U plus l'alanine, deuxième acide aminé. Troisième expérience, poly-U toujours, mais cette fois-ci avec un troisième acide, la valine. Et vous voyez qu'après, il y a uniquement la formation d'un seul précipité provenant de l'Escherichia coli, formant uniquement de la phénylalanine. C'est-à-dire que chaque codon, chaque triplet de nucléotides, dans ce cas par exemple UUU, va uniquement donner la phénylalanine. Donc il n'est pas responsable de la formation de deuxième acide aminé, dans ce cas l'alanine et la valine. Donc cette expérience, il permet de mettre en évidence la présence de ce qu'on appelle les codons, que chaque codon, il contrôle un acide aminé déterminé. Comme vous voyez, ces expériences ont montré que l'ARN messager est traduit sous forme de triplet. Chaque triplet appelé codon, et chaque codon correspond à un acide aminé bien déterminé. Donc, ici, on a fait plusieurs expériences pour montrer que tous les codons possibles pour chaque acide aminé. Et on a vu par exemple la phénylalanine, elle est contrôlée par UUC. Et donc, vous voyez qu'un acide aminé il peut être contrôlé par des codons qui sont différents, sachant que le codon il est formé par un triplet de nucléotides. La leucine, par exemple, elle est codée par UUA, UUG, et ainsi de suite. Et on a, par exemple, le premier AUG, c'est le codon initiateur, c'est-à-dire que toutes les protéines vont commencer par cet AUG qui est en relation avec la méthionine, l'acide aminé.
Et on a trouvé des acides aminés, par exemple, qui n'ont aucun sens. Lorsque la formation arrive au niveau de ces codons, c'est ce qu'on appelle les codons stop, dans ce sens. C'est-à-dire que c'est la fin de la synthèse de la protéine. Par exemple, UAA, UAG, UGA sont les 3 types de codons non-stop. Donc, ce n'est pas la peine d'apprendre par cœur tous les codons qui sont en relation avec les acides aminés. Donc, on vous donne toujours dans des exercices ce tableau qui représente les codons et les acides aminés équivalents à chaque codon. Donc, vous voyez, si on essaye de faire une analyse de ces codons, qu'un même acide aminé peut être codé par plusieurs codons différents, c'est ce qu'on appelle la redondance, qu'on voit ici par exemple. Vous voyez, la leucine, il est codé par ici 4 types de codons, etc. Et que 3 codons ne désignent aucun acide aminé, codon stop. Vous voyez, UAA, UAG, UGA sont des codons non-sens, codons stop. C'est-à-dire, lorsqu'on arrive au niveau de ces triplets, de ces codons, on n'y a pas d'acide aminé, donc c'est la fin de la synthèse de la protéine. On passe maintenant aux étapes de la traduction, c'est-à-dire comment peut-on former une protéine à partir de l'ARN messager. Donc vous voyez que la formation de cette étape de traduction, il est formée par 3 étapes, A, B et C. On va essayer d'écrire chaque étape. Par exemple, la première étape, c'est l'étape de l'initiation. Vous voyez ici l'ARN messager en relation avec les ribosomes et que le ribosome, la grande sous-unité, il contient 2 sites, le site P et le site A. Vous voyez que le premier acide aminé, la méthionine, en relation avec UAG, c'est le codon initiateur. Et puis, il y a l'arrivée, par exemple ici, vous avez CUG. Il y a l'arrivée d'un ARN de transfert qui va apporter un acide aminé déterminé, GAC. Vous voyez, GAC, c'est le codon qui complète le GUG. Donc, c'est le deuxième acide aminé qui va arriver avec une liaison peptidique et ainsi de suite. Donc, c'est la première partie, la première phase de la formation de la biosynthèse des protéines. Il s'agit donc de la phase d'initiation. C'est le début de la traduction. Une petite sous-unité ribosomale prend place sur l'ARN messager au niveau du codon initiateur AUG. Vous voyez ici. Donc, le codon initiateur, c'est AUG. Alors que l'ARN de transfert équivalent, c'est UAC, qui est en relation avec l'acide aminé, la méthionine. Si vous revenez, par exemple, au niveau du tableau des codons, donc vous voyez que la méthionine, c'est AUG. Ensuite, donc, vous voyez ici, il y a la lecture de ce codon par le ribosome, ce qui entraîne l'appel d'un ARN de transfert anticodon. Donc, vous voyez les codons au niveau de l'ARN messager et les anticodons au niveau de l'ARN de transfert, sachant que l'anticodon, il complète le codon trouvé dans l'ARN messager. L'anticodon complémentaire est porteur d'un acide aminé, la méthionine. Cet ARN se fixe sur le site P du ribosome. Vous voyez. La grande sous-unité ribosomale s'assure la petite sous-unité au niveau de l'ARN messager. Deuxième étape, c'est une étape d'élongation lorsqu'il y a un mouvement dans ce sens de ribosome. Donc, c'est une translocation du ribosome. Et le mouvement est associé à un apport des acides aminés selon les codons que vous voyez. Et on a dit que chaque codon au niveau de l'ARN messager est complémentaire par un anticodon de l'ARN de transfert, sachant que chaque ARN de transfert va apporter un acide aminé déterminé. On parle donc de la phase d'élongation. La lecture du deuxième codon de l'ARN va intervenir deuxième ARN de transfert, l'anticodon complémentaire. Et puis, ici, il y a la fixation du deuxième acide aminé, bien déterminé par le codon génétique, le code génétique. La fixation de cet ARN sur le site A, une liaison peptidique entre le premier et le deuxième acide aminé qu'on voit ici, la liaison peptidique, donc ici entre la méthionine et le deuxième acide aminé. Ensuite, troisième acide aminé, ainsi de suite. Donc, vous voyez qu'il y a un mouvement au fur et à mesure où il y a le déplacement de l'ARN du ribosome dans l'ARN messagère, il y a la formation successive des acides aminés qui sont liés. Donc,
on parle de la formation des polypeptides et des protéines. Ensuite, lorsque on arrive au niveau du codon stop, qui n'ont pas de sens, il y a l'arrêt de la formation de la protéine et la libération de la protéine au niveau de cytoplasme. On parle donc de la phase de terminaison. C'est la fin de la traduction qui se produit lorsque le ribosome passe par un codon stop. Il y a donc dissociation de sous-unités ribosomales, donc c'est la fin de la formation de la protéine, la fin de la biosynthèse des protéines et la libération des polypeptides dans le cytoplasme. Donc ici, c'est le schéma qui résume ces étapes. Donc on a dit que la première étape, l'ADN contient un gène déterminé qui va être transcrit, donc c'est l'étape de transcription. Il y a la formation de l'ARN messager qui porte l'information. Cet ARN messager, il va migrer, il va sortir du noyau vers le cytoplasme, il va fixer sur des ribosomes, et cet ARN messager, la succession de ces codons, ils seront associés à l'apport des acides aminés selon les anticodons par l'ARN de transfert pour former une protéine. Donc vous voyez que la protéine, elle est formée selon le message, selon la transcription de l'ARN messager. Donc, la première étape du gène vers l'ARN messager, on parle de la transcription de cette information génétique. Et puis, cette information va être traduite en protéines. On parle donc de la deuxième étape, la traduction. Donc, généralement, ce que vous devez retenir, c'est que le gène va être traduit en ARN messager. On parle plutôt de la transcription. Et puis, cet ARN messager va être traduit en protéines. On parle donc de la traduction. Donc, ici, vous voyez la relation entre gène et plutôt protéines, et puis des protéines qui déterminent le caractère héréditaire. Donc, je vous remercie et à la prochaine fois, Inch'Allah.